Depuis plus d'1 million d'années, nos ancêtres ont laissé des traces de leur passage. Ces témoins de notre passé ont résisté à l'épreuve du temps, oubliés de tous. Une équipe de spécialistes s'est lancée dans une série d'enquêtes à travers la France. Ils vont tenter de faire parler ces preuves et de réécrire une partie de notre histoire. Décembre 1999, Rennes, préfecture de la Bretagne. En fouillant une villa gallo-romaine, des archéologues découvrent des fragments de murs portant des inscriptions gravées. Les experts vont tenter de répondre à 3 questions. Que signifient ces inscriptions? Qui les a gravées? La maîtrise de l'écriture était-elle répandue dans la population à l'époque gallo-romaine? Nous appellerons cette affaire le secret des lettres gravées. Dans la Gaule, d'avant la conquête romaine, l'usage de l'écriture est plutôt rare. À l'époque romaine, son usage est beaucoup plus répandu. On l'utilise notamment beaucoup pour des documents officiels qu'on grave dans la pierre, dans le marbre, qui commémorent la construction d'un bâtiment, la mort d'une personne ou une dédicace, une offrande à une divinité. Il est beaucoup plus rare de découvrir, comme ici, l'écriture du quotidien. Pourquoi? Parce qu'on écrivait sur des tablettes en bois, en huile de cire, ou sur des parchemins qui ne se conservent pas. Quand on a la chance de tomber sur des lettres gravées sur une paroi, eh bien, ça nous permet de toucher du doigt des choses qu'on voit rarement. L'alphabet utilisé par tout le monde, les centres d'intérêt des populations, et ça, on ne peut le toucher véritablement qu'avec ce genre de découverte. Les inscriptions gravées sont conservées dans les vitrines du musée de Bretagne. Sur un fragment de 60 cm de long, apparaît un enchaînement de lettres à peine visibles. On y distingue un C, un D, un N. Il s'agirait d'un abécédaire de l'époque romaine. La reconnaissance de l'abécédaire est assez facile puisqu'on retrouve les lettres capitales qui nous servent encore. L'alphabet latin en fait va être basé sur à peu près 23 lettres. Et il nous manquera le Y, le W, qui ne sont pas utilisés à cette période-là. Des lettres qui vont être doubles, à savoir que le V et le U auront la même forme, le I et le J également. Et puis d'autres qui auront une forme différente qui va évoluer jusqu'à notre forme actuelle. Mais autrement, on reconnaît très facilement le B, le C, le D. En assemblant les fragments, les chercheurs ont reconstitué la cloison presque entière. Le constat est surprenant, l'abécédaire a été inscrit presque au ras du sol, à moins d'1 mètre de hauteur. Cette hauteur-là, en fait, est caractéristique d'une écriture d'enfant. On va écrire au niveau de ses yeux. Donc là, on est sur un espace d'enseignement avec un précepteur à mettre en relation avec les enfants de la famille, très probablement. Et puis, on va avoir le décor très géométrique qui va être utilisé à la manière d'un tableau noir ou d'un cahier. Les lignes du décor vont servir de lignes pour pouvoir tracer les lettres de l'alphabet qui est enseigné aux enfants de la famille. Un abécédaire comme celui-ci est tout à fait comparable à celui qu'on peut trouver sur un tableau noir dans une école. Plus haut sur le mur, on a des inscriptions qui sont gravées par des adultes, pour les adultes, et le propos change du tout au tout. On a par exemple Vive Quintus Muranius. On peut penser par exemple à un graffito électoral dans le cadre d'élections. On a des insultes parfois, plus ou moins grossières, c'est le cas ici. Ça nous permet vraiment de mieux comprendre les relations sociales qu'entretenaient les individus. Il faut savoir qu'un message gravé sur les murs, c'est un petit peu comme les réseaux sociaux actuels. Les murs Facebook, on s'adresse à une personne qui dormira dans une chambre, qui mangera dans une salle à coucher. Alors évidemment, ce n'est pas le seul moyen de communiquer, et on n'écrivait pas uniquement sur les murs, il existe d'autres objets qui nous permettent de mieux comprendre les relations qu'entretenaient les individus au travers de l'écriture. Sur un autre site, un objet très particulier a été découvert. Une boîte à sceaux. Un dispositif qui permettait d'envoyer des messages en toute discrétion.
Il faut imaginer que quand on avait écrit un message, on enroulait le message, donc que ce soit une tablette de cire ou un parchemin, on l'enroulait d'une cordelette, on faisait un nœud. Le nœud de la cordelette était placé à l'intérieur de la boîte à seaux. Et donc ensuite, on coulait de la cire à l'intérieur de la boîte à seaux de façon à apposer son seau. Et donc, en faisant ce geste, la cire s'écoulait par les 3 petits trous qui se trouvent au fond de la boîte à seaux et venait la fixer au message. Ensuite, on fermait la boîte à seaux et on expédiait l'ensemble au destinataire. On peut imaginer aussi que ces objets étaient utilisés dans un environnement social assez élevé, puisqu'ils avaient un certain coût, celui-ci en l'occurrence est en argent. Donc c'était sans doute pas le citoyen lambda pour amener un petit message sans importance particulière qui pouvait utiliser une boîte à seaux. Si l'on prend la peine de cacheter les documents, c'est qu'ils sont particulièrement importants. Et ces documents importants, ils vont être transmis dans le cadre d'un véritable service de poste, qu'on appelle le cursus publicus. Et donc là, on constate bien que l'usage de l'écriture se démocratise, il se répand dans toutes les couches de la population. On est déjà dans une première phase d'alphabétisation de nos territoires, qui va se poursuivre ensuite. Et on peut dire qu'à cette époque, la Gaule, en quelque sorte, rentre dans l'histoire de l'écriture. Ainsi se termine l'affaire du secret des lettres gravées. Mais d'autres fouilles, d'autres enquêtes attendent encore les experts du passé.